Bonjour, je peux avoir le fond l'écran? Ah, merci. Bonjour, donc je m'appelle Robert Héra, je travaille à l'ESU à Paris. Je suis responsable du master en sécurité de l'information et des systèmes. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose d'un peu inhabituel. Donc l'idée, c'est de regarder ce qui se passe dans les bourses aujourd'hui au point de vue électronique, donc au point de vue réseau, et de voir quelles pourraient être les conséquences d'un point de vue attaque. Alors, je précise que évidemment ce qui est présenté ici, ce sont des attaques que je vous déconseille de faire, mais vu le ticket d'entrée au niveau argent, a priori ça devrait être loin quand même de vos bourses. Donc le 6 mai 2010. Le 6 mai 2010, il s'est passé un truc très bizarre à la bourse de New York. En quelques secondes, l'indice, ce qu'on appelle Standard & Poor's, a perdu 10%, ce qui a créé un émoi assez considérable au niveau de la SEC. La SEC, c'est la Security Exchange Commission, donc c'est l'équivalent américain de l'AMF. Et donc on a vu des choses bizarres, par exemple Accenture et surtout Procter & Gamble ont vu leur cours chuter à 1 cent. Je crois même que pour Accenture, c'était en dessous de 1 cent, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire des bourses américaines. Il y a une action qui a vu des ordres monter à 100 000 $. Et au bout de 2 heures, donc 2 heures de panique, on a arrêté les ordinateurs. Je simplifie un peu, c'est un peu plus compliqué que ça. Et au bout de 4 heures, la SEC a décidé d'effacer 25 minutes de transaction avec un algorithme très bizarre du style si le cours post-flash crash a été très peu variable par rapport à sa valeur à 14 heures, on ne change pas. Si ça s'est mis à faire du yo-yo, on efface. Donc en gros, quand j'ai découvert ça, on peut résumer en disant vous allez au casino, vous jouez 10 000 €, 3 heures après vous n'avez plus rien, puis vous dites on va revenir 3 heures en arrière, on efface tout ce que j'ai fait, vous me rendez l'argent. Donc ça s'appelle aujourd'hui le flash crash. La SEC a publié 2 rapports, un qui était un peu inquiétant quelques semaines après le 6 mai, disant en gros on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Et il y a eu un rapport final, rapport final le 30 septembre, qui disait en gros, finalement ce qu'on a dit au mois de mai, ce n'était pas tout à fait exact, c'est moins grave que ce qu'on pensait. Mais bon, il y a eu quand même 1000 milliards de dollars qui se sont évaporés dans l'histoire. Hein. 1000 milliards, hein, pas 1000 millions. Donc je me suis dit, ok, on va regarder par rapport à ce que on fait en sécurité. Hein, on s'intéresse souvent à la cybercriminalité. Donc je vous rappelle la définition de la cybercriminalité d'après Wikipédia. C'est toutes les infractions pénales susceptibles de se commettre, on va dire en gros avec un système d'information au sens large. Donc on décline en général ce qui fait fantasmer beaucoup de gens aujourd'hui, les cyberattaques, le cyberterrorisme, la cyberguerre. Bon, la cyberguerre, on a déjà des exemples. Cyberattaque, cyberterrorisme, c'est pas encore tout à fait actuel, on va dire, mais c'est dans les cartons, c'est clair. Et donc moi, je me suis posé la question suivante. Est-ce que si intentionnellement, je précise qu'on peut le faire non intentionnellement, mais est-ce que si intentionnellement vous arrivez à faire baisser de 50% le cours d'une bourse, donc son indice de référence, est-ce que c'est du cyberterrorisme? Alors première réponse, la Security Exchange Commission américaine pense que non. Et si on regarde l'AMF, sur le moteur de recherche de l'AMF, donc l'autorité française qui contrôle les marchés financiers, le mot crash n'apparaît pas. Ils n'ont aucun document. Pour eux, le flash crash n'a quasiment pas existé. Et si on regarde la définition de la convention signée par la France, la France a signé la Convention européenne de la cybercriminalité, qui a été aussi signée par les États-Unis. Si vous regardez les 4 définitions, vous vous rendez compte que faire baisser la bourse de New York de manière légale n'est pas considéré comme de la cybercriminalité. Maintenant, si vous faites baisser la bourse de New York de 50%, ça c'est considérable parce que vous allez avoir des millions de chômeurs d'un seul coup dans le monde entier, voire des dizaines de millions à mon avis. Alors ok, marché financier. Je précise que je ne suis pas un financier, je suis informaticien, donc j'essaie de comprendre un peu ça. Et en fait, il s'est passé des choses depuis 5-6 ans, notamment en Europe. Donc vous avez 4 types de marchés. Les contrats à terme, c'est les fameux produits dérivés. Chaque jour, vous pouvez avoir en pointe 600 000 milliards. Le grand thème, c'est milliards, c'est pas millions. Et
j'ai découvert que 90% de ces transactions sont dites opaques. Opaques, ça veut dire qu'elles n'apparaissent pas à vos concurrents. Donc ça peut être des transactions gré à gré. C'est-à-dire je vous vends 1 milliard d'obligations, je suis une banque, je me mets d'accord avec une autre banque. Il y a 10 ans, c'était strictement interdit. Aujourd'hui, c'est légal, et on va expliquer après comment. Les obligations, là, c'est 99% des transactions qui sont opaques. Je précise que j'ai pris ces chiffres ce matin dans le Nouvel Obs, puisque vous verrez, j'ai mis une référence. Il y a une interview du directeur général adjoint de la SEC, qui est venu faire son petit lobby en Europe en disant ça commence à devenir inquiétant. Enfin, c'est pas comme ça qu'il le dit dans l'article, mais faut le comprendre. Et vous remarquerez la grande différence entre les contrats internes et les devises. 4 000 milliards par jour, c'est énorme, mais là, c'est 100% des transactions qui sont opaques. Et les actions, qui intéressent pas mal, on va dire, de gens dans le monde qui, par exemple, font leur retraite avec des actions, ben en 3 ans, on est passé de 20% des transactions opaques à 40%. Et le montant est tout petit, mais peut quand même, disons, amplifier. Une baisse des actions va amplifier le problème sur l'ensemble des marchés. Donc, que s'est-il passé le 6 mai 2010 ? Aujourd'hui, vous avez quelques financiers qui commencent à dire finalement, ce que je présente là, ce n'est pas exactement la cause réelle. Moi, ça ne m'a pas convaincu, tout ce que j'ai lu. Et on peut remonter, disons, la source du problème à ce qu'on appelle le high frequency trading. Bon, c'est quoi le high frequency trading ? Ben, c'est en fait des logiciels qui vont, sans intervention humaine, acheter et vendre sur les marchés électroniques. Donc aujourd'hui, ça fait 50% des transactions à la bourse de New York. Jusque-là, ce n'est pas gênant. Ils font une utilisation intensive des réseaux. Aujourd'hui, il y a un projet d'autoroute électronique, comme ils appellent ça, en fait un réseau en fibre optique haut débit, très haut débit, entre New York et Chicago, 300 millions de dollars, juste pour gagner 5 microsecondes, passer de 70 microsecondes pour pour valider une transaction électronique. S'ils arrivent à passer à 65 microsecondes, ça leur donne un avantage sur les autres bourses mondiales. Et ça, c'est le côté high-tech, on va dire. Puis après, vous avez le côté pas high-tech. Quote stuffing, je vais essayer de donner une image. Donc vous avez une plateforme électronique qui achète et vend des actions, au sens large, hein, des produits dérivés aussi. Et tout doit être anonymisé. Ça, c'est la règle, par exemple, en Europe, depuis 2004. La France a traduit cette recommandation européenne en 2007. Je vous mettrai des petites références après. Et tout doit être anonymisé, et vous avez le droit d'effacer et d'annuler plutôt un ordre que vous avez passé. Donc, que se passe-t-il ? Vous imaginez une espèce de piscine, c'est le nom qu'on leur donne, les dark pools, piscine opaque. Vous envoyez un ordre, par exemple, vous dites j'achète 1 milliard d'euros d'actions d'Accenture, et quelques microsecondes après, vous l'annulez. Pourquoi faire ? En fait, pour embêter les autres algorithmes, les autres sociétés qui ont aussi un algorithme, et vous allez faire en fait une espèce de déni de service informationnel. C'est-à-dire que si vous passez un ordre, il y a quand même quelqu'un qui contrôle la plateforme, donc lui il a l'information. Et puis si l'achat ou la vente se fait, cette action va être publiée. Donc vous donnez de l'information à vos concurrents. Ils vont savoir que vous avez acheté 1 milliard d'actions IBM et ils vont se poser des questions. Alors que fait-on ? On envoie des centaines, des milliers et aujourd'hui des dizaines de milliers d'ordres qui disent je vais acheter ça, puis après vous dites ah non j'ai changé d'avis. Et ça s'appelle quote stuffing, que vous pouvez traduire allègrement par bourrage de cotation. C'est ni plus ni moins qu'un déni de service. Hein. C'est comme si vous envoyiez tout le temps des paquets sur Internet juste pour emmerder les routeurs, quoi. Puis après vous dites ah j'arrête, j'ai envoyé le début et j'arrête la fin. On reconnaît évidemment tout à fait un déni de service. Donc, dixit la SEC, le HTF n'est pas en cause dans le flash crash, mais si on lit le rapport, on ne comprend pas d'où vient le flash crash. Hein. D'après eux, ce n'est pas le HTF en cause. Le HTF n'est toujours pas illégal, sauf qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de quote stuffing à la bourse de New York. Ils ont heureusement décidé quand même de... Le HTF n'est pas en cause, mais on ne sait jamais, ils ont quand même interdit. C'est tout à fait autorisé à la bourse de Chicago. Et moi, je propose de transformer ça en une attaque légale. Voilà, on verra après. Et j'ai pris quelques extraits du rapport officiel. Donc, 14 mai, donc c'est les déclarations officielles. Hein. Marie Shapiro, c'est la chairman de la SEC.
et qui dit qu'effectivement, on soupçonne que le stub quote, donc le quote stuffing, pourrait avoir joué un rôle dans ce qui s'est passé lors du flash crash. Ça, c'était le 14 mai. En octobre, ils vous disent non, non, le HTF a peut-être même permis d'éviter la catastrophe. Le document fait 120 pages, c'est très technique, c'est pas de l'informatique, hein, c'est de la finance. Et j'aime bien cette phrase-là. Le 15 mai, le chairman, la chairman, c'est une dame, dit "We are outgunned by market supercomputers". Alors il y a deux erreurs à mon avis dans la phrase. Outgunned, ça veut dire désarmé. Et market supercomputers, c'est pas les superordinateurs hein, qui posent problème. D'ailleurs, ce ne sont pas des superordinateurs, hein, c'est des serveurs gonflés. Ce sont les algorithmes qu'il y a derrière. Alors comme je dis souvent, moi je me considère comme un algorithmicien au départ. Appelez ça des algorithmes. Je vais donner une règle de base. Hein. C'est si pendant 3 heures, vous achetez des actions à 14 heures, l'algorithme a une règle qui dit si pendant 3 heures il ne se passe rien, je revends 10%. C'est ça qu'ils appellent un algorithme. Et c'est tout à fait légal. Alors ça donne des choses comme ça. Alors je suis désolé, la dynamique de l'image, on ne voit pas très bien, mais donc vous avez un logiciel qui va envoyer un ordre, genre j'achète des actions d'Accenture. Vous avez un autre logiciel qui dit ah bah tiens j'en ai, ça m'intéresse. Et puis il va vous les vendre. Et puis vous, vous faites du HTF. Donc là, contrôler l'entreprise, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas votre objectif. Hein, c'est de la spéculation pure et simple. Donc l'ordinateur, entre guillemets, le logiciel qui a fait l'achat, qu'est-ce qu'il fait? Il revend tout de suite. Il revend un cent plus haut. L'autre logiciel, il n'a rien d'autre à faire. Et il est tout à fait possible qu'il rachète les actions qu'il a vendues un cent 2 mois avant. Et puis vous avez des actions comme ça qui montent totalement artificiellement. Ce qui s'est passé le 6 mai, c'est que c'était une période calme. Et il y a un logiciel qui s'est retrouvé tout seul sur le marché avec 4 milliards d'actions sur le bras. C'était un jeudi. Le vendredi, on ne bosse pas avec le HTF. C'est Friday. Hein. Et donc, à 14h et des poussières, le logiciel a dit « je vends tout ». Ma position est trop longue, comme on dit dans le milieu. Et donc, vous avez des choses hallucinantes du style 5000 cotations pour une action en une seconde. 15 000 cotations, toutes exécutées par des logiciels. Le type est en train de boire un café. Et vous avez un site qui est très très bien, le site de trading automatique. Malheureusement, c'est un pro, c'est un fan du trading automatique, comme on dit en français. Donc il vous explique tout le temps, c'est pas si dangereux que ça. Il vous fait même des formations si vous voulez. Apprendre à programmer ce genre de choses. Et on va voir ce qu'on peut en faire. Alors voilà 2 scénarios. Le premier est légal. Vous avez la variante illégale. Donc la variante légale, vous créez une dizaine de sociétés qui font du HFT, High Frequency Trading. Vous les mettez dans plusieurs pays de manière à couvrir les 24 heures d'une journée, genre Hong Kong, Tokyo, Singapour, et puis vous remontez comme ça Los Angeles, Chicago, New York, Londres, Paris, Francfort. Ça marche. Hein. Je ne suis pas sûr qu'aller en Russie, ça soit utile, mais vous pouvez y aller. Vous attendez un jour creux et vous attaquez 10 secondes avant la fermeture. Aucun être humain n'aura le temps de réagir. Je précise que lors du flash crash, ça a démarré 2h30 avant la fermeture. Et ils ont mis 2 heures à comprendre qu'il y avait un problème quand même. Et puis vous achetez et vendez. Je rappelle que pour acheter 1 milliard d'actions aux États-Unis, vous ne devez disposer que de 5 à 10% du montant. Donc c'est-à-dire qu'avec 100 millions, vous pouvez jouer avec $1 milliard. Et encore, avec les produits dérivés, c'est même peut-être encore plus faible. Vous avez la variante illégale. Imaginez que ces sociétés se créent comme des startups. Hein. Il y en a partout. Vous êtes sûr que leurs réseaux sont sécurisés? Moi, je ne crois pas. Elles sont là pour faire de l'argent. Donc, elles ne vont pas embaucher les meilleurs spécialistes pour avoir un réseau hyper sécurisé. Donc, vous contrôlez, en fait, vous prenez le contrôle de leur réseau. Pareil, 10 secondes avant la fermeture, vous leur faites vendre tout ce qu'elles ont en stock. Et là, vous avez la bourse qui chute de 90%. Parce que les logiciels vont interpréter ça comme des bandades générales. Et ils vont vendre tout ce qui... Tout le monde va vendre, plus personne ne va acheter. Je ne vois pas très bien comment le système peut résister. Et puis évidemment, vous pouvez mixer les deux. D'accord ? La première attaque est légale, et malheureusement, je dirais, elle peut rapporter de l'argent. Parce que si vous êtes capable de prédire que la bourse, aujourd'hui, va perdre 50% de sa valeur, vous pouvez vendre à découvert, et vous gagnez la moitié de ce que vous n'avez pas acheté ni vendu, puisque tout ça, c'est une espèce de jeu. Mais rassurez-vous, hein, a priori, il semblerait que ça ne soit pas possible. Et maintenant, on voit les choses officielles. Donc la directive des marchés d'instruments financiers, MIF, ça c'est la
C'est extrait directement de la note publiée par l'AMF. Donc la directive est entrée en vigueur le 1er novembre 2007. D'ailleurs, aujourd'hui, la bourse Euronext a fusionné avec la bourse de New York. Donc ils vous disent que ça a permis le développement de nouveaux modes de négociation. Ok, regardons un petit peu ce qui se passe. Le terme dark pool, traduction piscine opaque, moi je préfère piscine glauque, hein, j'ai mis entre guillemets parce que c'est un peu glauque quand même. Et donc ça c'est le texte officiel. C'est pas très difficile à comprendre, mais en gros ils vous disent que vous ne passez plus par la bourse. C'est-à-dire que vous passez par votre piscine, qui est en fait un logiciel, hein, c'est une plateforme de transactions financières électronisées, enfin informatisées, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est la transparence post-négociation. Ça, c'est un terme qui revient. J'ai mis un moment à comprendre ce que ça voulait dire. En clair, normalement, dans les règles financières aujourd'hui, les règles de la bourse, vous devez savoir ce que font les autres. D'accord ? Quand vous achetez sur Boursorama pour 100 € d'actions IBM, a priori, les autres personnes qui jouent à la bourse doivent être au courant. Donc, vous devez avoir l'information qu'il y a des gens qui achètent ou des gens qui vendent. Ça vous permet normalement de respecter ce qu'on appelle la symétrie de l'information. SY. Là, en l'occurrence, on introduit une asymétrie. Et alors, ils vous disent, en rouge, hein, c'est extrait du document officiel, la dernière phrase. Donc, ils appellent ça les crossing networks. Et ils vous disent, les transactions conclues sur ces crossing networks sont soumises aux règles de transparence post-négociation. Donc, il n'y a plus de transparence pré-négociation. En clair, ces transactions échappent à la vue des autres partenaires. C'est intéressant parce que du coup, ça devient des transactions de gré à gré. Vous pouvez vous mettre d'accord sur le montant, voire artificiellement vous mettre d'accord en faisant baisser l'action, parce que vous en avez acheté à découvert, et vous voulez absolument vous débarrasser de votre ordre. Et vous avez le seul site qui, à ma connaissance, explique clairement que tout ça est dangereux. C'est le site d'une société qui s'appelle Nanex, et qui dit en clair... si tout ça continue, un jour, on va vraiment avoir un problème parce que ça veut dire que, par exemple, ces logiciels peuvent entrer en résonance, se mettre tous à vendre au même moment ou à acheter au même moment. Donc, vous pouvez artificiellement faire monter le cours, artificiellement le faire baisser, et ils vous disent il faut absolument éliminer le quote stuffing. La SEC a dit non. Il faut limiter le high frequency trading. La SEC a dit non. En France, il n'y a même personne qui en parle. Alors, on peut résumer, quand vous aurez un article qui parle de tout ça, ça veut dire que la crise sera arrivée. Alors, high frequency trading, ça veut dire j'achète et je vends à toute vitesse. Quote stuffing, bourrage d'actions. Dark pool, je fais ça en cachette. Il y en a 4 ou 5 à Londres, par exemple. C'est d'ailleurs en allant à Londres que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans une start-up qui fait un logiciel de gestion de dark pool, que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Vous avez dans Wikipédia une phrase que j'aime beaucoup, ils appellent ça les iceberg orders. Je n'ai pas encore très bien compris ce que ça veut dire, mais en gros, c'est des ordres que personne ne voit. Et j'aime beaucoup cette phrase, gaming. Donc c'est la page Wikipédia anglophone qui parle des dark pools. Ils vous disent les dark pools sont open au pari, mais c'est très risqué. En gros, vous pouvez faire un pari sur une action, gagner ou perdre beaucoup d'argent. Et je vous conseille de lire l'interview de Chiruti, qui est assez intéressante. Et maintenant, allons nous amuser à regarder ce que dit Rue 89. Alors, Rue 89 vous dit les règles d'efficience des marchés doivent respecter 3 critères. C'est imposé par la loi, hein, normalement. Disponibilité de l'information. Tout le monde doit savoir ce que font les autres partenaires. Transparence. Pas d'asymétrie. Aujourd'hui, avec les dark pools, chacune des 3 règles est violée. Donc, on reprend ici les 2 questions posées par l'autorité des marchés, qui, comme le précise le journaliste, contiennent leurs réponses. J'aime bien la deuxième. N'y a-t-il pas une distorsion de concurrence induite par les régimes et au crossing network d'autre part ? Oui. Si vous ouvrez une plateforme de crossing network à Londres, vous allez suivre les règles londoniennes qui sont très souples en matière de finance. Si vous ouvrez votre dark pool et crossing network à Paris, vous serez un tout petit peu plus contrôlé. Mais évidemment, comme souvent, tout le monde vous dit ne vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la page française sur le dark pool, la page Wikipédia, il n'y a presque rien. C'est assez bizarre. Par contre, la page anglaise, elle est très intéressante. Donc là, c'est le paragraphe sur gaming. Gaming, ça veut dire en fait vous jouez. Hein. Enfin, normalement, le terme exact, c'est parier. La traduction dans le contexte, c'est parier.
Mais là, il vous explique en fait, faut quand même faire un petit peu attention parce que si vous êtes tout seul à jouer et que les autres vous suivent pas, en gros, imaginez qu'à la place des actions, vous achetez des bouteilles de bière, vous préparez un week-end chez vous, puis à la place d'en acheter 200, enfin, j'espère qu'il y en aura ce soir d'ailleurs. L'année dernière, c'était pas mal. La soirée bière était très bien l'année dernière. Vous dites, tiens, je vais en acheter 1 million, vous lancez un ordre, puis 3 microsecondes après, vous annulez l'ordre. Bon, maintenant, je vous rajoute une petite remarque. Que se passe-t-il si le réseau tombe? C'est-à-dire si vous ne pouvez pas effacer votre ordre. Vous avez le code stuffing qui a enregistré votre demande d'acheter 1 million de bouteilles de bière. Donc l'épicier du coin vous dit, oh, je ne sais pas si je vais arriver, mais je vais essayer. Et puis votre téléphone tombe en panne, vous ne pouvez pas le rappeler pour lui dire que c'était une blague. En fait, il m'en faut 100 ou 200. Personne ne s'inquiète de ça. Donc ils partent tous du principe que les réseaux, ça marche tout le temps. Il n'y a jamais de problème sur Internet. Votre connexion réseau ne tombe jamais. Le réseau Orange, par exemple, n'est pas mort en 2003 pendant une demi-journée. Il y a eu 100 millions de pertes pour Orange. Pendant une demi-journée, il n'y avait pas de réseau, ni Internet, ni GSM. Mais ça n'existe pas. Et maintenant, vous imaginez, tout le monde se met à vendre au même moment avec des faux ordres, et vous avez tout Internet qui tombe. Moi, j'aimerais pas être là le jour où ça va arriver, parce que je pense que ça va être assez chaud, quoi. Et après, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le Electronic Currency Network. C'est le terme utilisé pour expliquer que vous allez faire un logiciel qui fait l'équivalent d'un dark pool. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, j'espère que ça n'arrivera pas, mais il y a la loi de Peter qui dit quand même que quand on imagine un truc pourri, il y a de fortes chances quand même que ça arrive. Et le voyage de M. Cherouti, d'ailleurs j'étais vraiment très content de lire ça ce matin dans le train. Du coup j'ai changé un peu mes transparents. En fait il est venu expliquer, si vous lisez l'article, vous verrez en lisant entre les lignes, et ces autres déclarations qu'on trouve toutes sur Internet, il vous explique qu'en fait que toutes les sociétés qui ont fait un dark pool sont déficitaires, mais leur objectif c'est de piquer le marché, donc elles investissent à perte, elles perdent de l'argent, mais tout ce qu'elles veulent c'est éliminer les bourses classiques de ce marché. Pourquoi? Parce que les bourses classiques en sont encore aujourd'hui à respecter les lois, les directives qui ont été créées généralement spécialement pour elles. Maintenant, si les banques, les assurances ne peuvent plus être majoritaires sur le marché des actions, le marché des produits dérivés, le marché tous les marchés financiers, c'est-à-dire que les dark pools vont prendre le contrôle, et là elles pourront jouer comme elles veulent avec le cours de bourse, et donc prédire à la limite combien elles vont gagner chaque jour. Il y a quelques mois, quelqu'un que j'ai cité d'ailleurs à travers ce site web, qui est un site web excellent, donc zeroedge.com, je vous conseille d'aller le voir, ça fait un peu peur mais c'est très intéressant. Et donc le blogueur, en fait c'est plus un blog qu'un site web, explique que lui il n'arrivait pas à comprendre comment Goldman Sachs annonçait il y a 5 ans 10 millions de dollars par jour de gains sur le high frequency trading, et il y a 3 ans annonce 100 millions de dollars par jour de gains, de bénéfices nets. Et c'était sur le site web de Goldman Sachs. Donc il a commencé à regarder tous les jours, puis un jour il a demandé à Goldman Sachs, pourriez-vous m'expliquer pour mon blog, comment se fait-il que vous êtes passé de 10 millions à 100 millions? Donc Goldman Sachs lui a répondu, on a écrit un nouveau logiciel, pour ceux qui connaissent Erlang, il semblerait que le logiciel soit écrit en Erlang, ce qui n'est quand même pas un langage courant. Il faut être au moins prof d'informatique pour avoir entendu le nom une fois. Et moi j'ai vu un programme écrit en Erlang dans ma vie. Mais bon, ça a l'air d'être un langage particulièrement adapté aux transactions financières. Et à partir du moment où il leur a posé des questions, Goldman Sachs a arrêté de publier ses résultats journaliers, enfin quotidiens. Et je terminerai sur... qui connaît ici Sergueï Aleninikov? Non? Alors Sergueï Aleninikov a été arrêté il y a 2 ans à la descente de l'avion. DSK, ils l'ont arrêté avant qu'il décolle, lui... il avait déjà atterri. Et donc, d'après ce que j'ai compris, c'est 15 voitures, le FBI, le juge, le procureur new-yorkais, tout le monde est venu arrêter ce brave bonhomme, qui était programmeur chez Goldman Sachs, à 400 000 dollars par an. Et il fait partie des gens qui ont commencé à comprendre. Donc là, c'est pas une interprétation, c'est ce que vous trouvez sur le web.
Bah, il s'est dit finalement, c'est devenu tellement compliqué ces histoires de transactions électroniques que, disons-le clairement, la plupart des traders ne comprennent rien à ce qu'ils vendent et achètent. Ils appuient sur des boutons comme moi, là, tac, tac, tac. Et les programmeurs ont commencé à se dire, finalement, ils utilisent quoi? Ils utilisent les logiciels que nous avons écrits et les algorithmes que nous avons inventés. Donc, M. Sergei Aleknikov a demandé un salaire de 1,2 million par an. Dollars, 1,2 million et une petite participation financière au gain. Ça n'a pas plu à Goldman Sachs. Donc, Goldman Sachs l'a licencié. Qu'a fait M. Sergei Aleknikov? Il est parti avec le code. Et ils ont réussi à trouver un juge le 4 juillet. Donc, c'est la fête nationale aux États-Unis, hein, pour ceux qui ne savent pas. Faut le faire, trouver un juge le 4 juillet. C'est comme chez nous le 14 juillet. Hein. Et ils ont menacé M. Sergei Aleknikov de 250 années de prison, enfin comme ils savent faire, hein, on cumule tout là-bas. Hein. Et donc M. Sergei Aleknikov a expliqué que le code était sur un serveur en Allemagne, dont il a refusé de donner les coordonnées. Ce serveur est, semble-t-il, encore actif. M. Sergei Aleknikov venait de se faire embaucher par un autre Russe qui avait créé sa société de HFT, évidemment, à Chicago. Et il y a une sombre histoire autour. Là, vous avez la théorie du complot qui dit il y a des backdoors dans le logiciel de Goldman Sachs. C'est-à-dire que Goldman Sachs voit ce que les autres font, contrairement à ce que dit la définition des dark pools. Et Sergei Aleknikov voulait vendre les backdoors à la société concurrente. Si vous voulez trouver une description très précise de ce genre de choses, il y a le bouquin de Jean de Maillard, le juge d'Orléans qu'on accuse d'être théoricien du complot, simplement parce qu'il dit des choses effectivement un peu bizarres. Et si vous trouvez que les Américains sont bizarres, il faut savoir qu'il y a 3 ans, il y a un salarié de la Société Générale qui a essayé de faire la même chose et qui lui aussi a été arrêté. Mais je n'ai toujours pas réussi à découvrir, s'il a été condamné à quelque chose. Son nom a disparu du radar. C'était quelqu'un d'origine asiatique. Je ne sais pas s'il a été même passé devant un juge. On sait qu'il a été arrêté et après plus rien. Et il était parti avec le code de la Société Générale qui a sa filiale de spéculation financière aux États-Unis. Donc inutile de dire que s'il y a une backdoor dans le logiciel de Goldman Sachs, peut-être même négocier avec les autorités américaines, du style Goldman Sachs pourrait jouer le rôle de stabilisateur de la bourse de New York, par exemple, ça serait bien. C'est-à-dire, en gros, ils vont décider qui gagne et qui perd. J'espère que c'est vraiment de la théorie du complot. Et si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Dans la limite de ma compréhension des mécanismes financiers. Hein. Merci. Les références officielles que vous trouvez donc à peu près facilement sur le web. Hein. Directive marché d'instruments financiers, c'est la directive 2004. La France a mis 3 ans à la traduire. Règlement européen, code monétaire et financier, tout ça, ce sont des choses tout à fait officielles. Hein. Il suffit d'aller les lire et vous comprendrez si vous pouvez faire une start-up ou pas dans ce domaine. Mais il faut faire attention quand même. Est-ce que vous avez des questions? Tu prends un micro parce que sinon je ne vais pas t'entendre. Oui, conférence très intéressante. Juste pour apporter quelques petites précisions, oui, il y a une condamnation du salarié, de l'ex-salarié de la Société Générale qui avait volé du code source. Et tu as son nom? Son nom? Non, mais il a été condamné entre 10 et 20 ans de prison de mémoire. Ah, une j'ai pas peine vu assez ça. lourde. Sur les dark pools et les icebergs, les ordres iceberg. Alors les ordres iceberg, en fait, c'est des ordres qui sont à cheval sur le carnet d'ordre classique et sur les dark pools. En fait, il n'y a que 1% de l'ordre qui est visible dans le carnet d'ordre et 99 qui est dans la dark pool. Ce qui est en fait une tentative de remettre dans le droit chemin les dark pools parce qu'on se donne bonne conscience en émergeant une partie de l'ordre en fait, dans le carnet d'ordre pour donner un petit peu plus de transparence. Voilà. Et sinon, une question sur les dark pools, plus généralement, mais je m'interroge, je ne connais pas particulièrement, je ne suis pas financier non plus. Mais a priori, il n'y a que les très très gros ordres qui sont passés sur les dark pools. Donc ça a tendance à quand même créer des supports et des résistances au niveau des cours et donc à stabiliser le cours. Qu'est-ce que vous en pensez? Stabiliser le cours en fonction des besoins de celui qui passe l'ordre, excuse-moi. C'est pas en fonction du petit trader quotidien. Si toi tu joues avec 200 € par jour, tu ne seras pas stabilisé avec ces ordres-là. Ils stabilisent leurs ordres à eux. C'est ça qui est gênant.
Ouais, mais ça a tendance à créer des lignes de rebond qui Ouais. encadrent. C'est-à-dire qui qu'ils peuvent encadrent le décider cours. quelles Voilà. sont les actions qui vont monter et descendre. Tout à fait, ouais. S'ils veulent attaquer l'euro, ils vont jouer en disant, bah voilà, aujourd'hui l'euro, on va le faire baisser de 1% parce qu'on a beaucoup de dollars et ça va nous rapporter de l'argent. Ça fait un peu... c'est-à-dire tu choisis où va tomber la bille au casino, quoi. Bah, si le dark pool reste très opaque, comme tous les acteurs vont un peu tirer de leur côté la couette, hein, au final on ne sait pas trop dans quel sens va partir le cours. Mais, moi, mon contact dans une société qui fait un logiciel de dark pool là, m'a appelé avant-hier pour me dire qu'ils ont viré 20% des salariés parce qu'ils perdent vraiment trop d'argent. Donc il y a de l'espoir quand même. Mais si tu autorises l'opacité, d'ailleurs pourquoi ça doit être opaque? Déjà au départ, il me semble qu'il y a un problème de définition. Pourquoi est-ce que certaines sociétés ont envie de passer des ordres qui ne doivent pas être connus des autres, puisque le principe de base, c'est qu'il doit y avoir une symétrie de l'information et que tout le monde doit être au courant. Et si ça n'est pour maximiser le profit, entre guillemets. Pardon? Alors, ça c'est ce que dit Jean de Maillard, mais j'ai pas trouvé de... Si vous pourrez prendre le micro pour que tout le monde entende. Non, excusez-moi, je ne suis pas plus expert. Votre conversation m'intéresse, étant dans le domaine Plus près. Étant comptable et financier, je pense que vous disiez comme tout à l'heure, la bourse traditionnelle telle qu'elle quand elle existe, c'est bien qu'elle soit mise, qu'elle soit toujours vivante, parce que bon, il y aura toujours ces protections. Mais si un jour Internet, disparaît ou tombe en panne, ces gens-là, ils vont bien disparaître. Alors, ouais, comme dit Michel, quand j'ai dit Internet, j'ai fait un petit raccourci. Je pense qu'ils ont d'abord des réseaux privés. Je pense que la bourse de New York, la bourse de Chicago a une connexion directe. Quand ils disent qu'ils vont faire une nouvelle autoroute, c'est juste pour remplacer celle qui existe. D'accord. Parce qu'il y a aussi normalement le problème de... Alors c'est un peu compliqué, mais quand vous calculez le prix d'une action, il y a quelqu'un qui doit jouer le rôle de maître. Hein, il faut imaginer ça comme un calculateur parallèle. Il y a un processeur qui va dire aux autres esclaves ce qu'ils doivent faire. Et donc, à un moment donné, l'information doit être centralisée. Mais si vous avez des flash orders qui sont annulés constamment, ça rend très compliqué le rôle de l'organisme qui doit dire chaque seconde, enfin, quand je dis chaque seconde, je crois que c'est même chaque microseconde, quelle est la valeur de cette action ou de ce produit plus généralement. Et si vous multipliez les plateformes, en fait, vous ralentissez le régulateur qui, lui, doit décider du prix. Et c'est là où ça devient intéressant pour eux, je pense. L'opacité, c'est juste pour dire on fait des choses entre nous, laissez-nous tranquilles, ce qui est déjà assez curieux. Mais en plus, la multiplication des plateformes qui, aujourd'hui, avec 100 millions d'euros, vous pouvez en faire une dans chaque pays d'Europe. Hein. Si vous avez l'autorisation, mais comme personne... À ma connaissance, personne n'a interdit la création d'une dark pool dans aucun pays en Europe ou dans le monde. Hein. Toutes les demandes ont été autorisées. Je vous remercie pour l'explication. Merci. Oui, il y a peut-être une solution qui peut se pointer à l'horizon. C'est la philosophie hacker a atteint le monde des marchés. Il y a les monnaies électroniques qui sont en train d'exploser, notamment toute la sphère Bitcoin, avec la création de salles de change aussi. Et là, on peut avoir quelque chose à terme qui pourrait remplacer et qui commence à prendre de l'ampleur. Attends, tu veux remplacer la monnaie réelle par de la monnaie électronique? Mettre du HTF, du code stuffing et des dark pools derrière? On n'en arrivera pas jusque-là, parce que en fait, ça fonctionne parce que les bourses sont à la main d'un petit groupe de personnes qui connaissent bien et qui font tout ce qu'ils veulent entre eux. L'avantage de ces monnaies électroniques qui sont en train de naître, hein, notamment avec Bitcoin, c'est que n'importe qui peut générer des Bitcoins. Il y a des règles, et du coup, c'est pas une petite poignée de financiers qui vont gérer tout ça, c'est tous ceux qui auront des Bitcoins qui pourront... je pense au Bitcoin parce que c'est ceux qui sont les plus développés actuellement, mais on commence à avoir des salles de marché, des échanges. Il y a une transaction, une réalité entre l'euro ou le dollar et puis la monnaie Bitcoin.
Et c'est quelque chose qui peut pointer son nez, enfin qui peut commencer à prendre de l'ampleur dans les Alors, années à venir. je connais pas très bien la monnaie électronique, mais je rappelle quand même une chose, c'est que la bourse, j'ai vérifié, les bourses au niveau mondial, et en Europe notamment, c'était les premières, elles ont quand même été créées pour permettre aux entreprises de se financer. Parce que quand vous allez voir Procter & Gamble, ils ont particulièrement peu apprécié ce qui s'est passé lors du 6 mai 2010, de voir leur action tomber à 1 cent alors qu'ils annonçaient des bénéfices en hausse, quoi. Qu'on soit pour ou contre ce système, je me porte pas juge, d'accord ? J'observe. Mais à aucun moment, ces actions sont entreprises pour prendre le contrôle des entreprises. C'est juste pour jouer. Et d'ailleurs, l'une des règles de ces algorithmes, entre guillemets de HTF, c'est de dire le vendredi, il ne faut plus rien avoir en caisse. Si on vend tout. C'est pas fait pour prendre le contrôle. Et puis, par exemple, ce qu'on faisait avant, les OPA, pour vendre à la découpe, ce qu'on appelait les raiders, c'est un mot qui a disparu, les raiders. Les raiders ont disparu. C'est les logiciels maintenant, les raiders. Mais ces logiciels ne sont pas là pour prendre le contrôle. C'est juste... j'ai pas ramené l'autre document. Il y a quelques documents que vous pouvez trouver si vous tapez Flash Crash. Il y a 6 mois, on trouvait presque rien à part la SEC. Aujourd'hui, il y a quelques articles qui commencent à analyser les données, qui sont publiques. Hein. Toutes les transactions qui ont été effectuées et annulées lors du 6 mai sont en ligne, par exemple sur Nanex. Sur le site de Nanex, vous avez des dizaines de mégas de données. Vous pouvez en tirer des graphes et vous voyez qu'il y a... les gens qui font du HTF jouent, mais vraiment sur moins de 10% de variabilité par rapport aux organismes normaux. Ils ne cherchent pas à vendre, à acheter au plus bas et à vendre au plus haut. Ce n'est pas du tout comme on pouvait le voir avant. Leur objectif, c'est juste d'être dans le bruit, en fait. Et d'établir des règles qui sont, entre guillemets, à droite du bruit, c'est-à-dire qui gagnent de l'argent. Mais à partir du moment où vous avez 70% des transactions qui sont faites comme ça complique un petit peu le rôle des organismes institutionnels. Par exemple, les fonds de pension sont complètement dépassés par ces choses-là. Parce que leur rôle, c'est d'acheter des actions pour les garder longtemps. Pour après payer des retraites. Fonds de pension, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et eux, ils n'aiment pas trop ça. Parce que jouer à la marge sur 3 secondes, c'est à l'antithèse de leur statut. Je pense même qu'il y en a certains qui n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de jouer comme ça. Imaginez, vous jouez 10 000 fois au dé en 3 secondes. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Et moi, je pense personnellement qu'en plus, leurs modèles mathématiques sont merdiques, entre guillemets. Hein. En français correct, je n'ai toujours pas compris sur quelle loi mathématique il repose. Il publie très peu. La plupart des algos utilisés sont classés top secret, donc vous ne pourrez pas les analyser. Il y a eu une commission sénatoriale et à l'Assemblée nationale qui a invité des mathématiciens à venir parler de ça il y a quelques mois. Il y a une demi-page dans le compte-rendu qui en parle. Et vous avez un mathématicien qui dit que ça serait bien que ces sociétés publient leurs données de manière à ce que les mathématiciens aient regardé si tout ça est sérieux ou pas. Mais elles ne publieront rien. Je veux dire, la société qui était à l'origine du Flash Crash, jamais elle ne vous donnera accès à ces données qui expliquent pourquoi, d'un seul coup, il y a eu 4 milliards d'ordres vendus. Pendant 3 jours, d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler, moi-même je l'ai entendu à la radio, ça s'appelle la théorie du gros doigt, la théorie du fat finger. Donc il y a quelqu'un qui a suggéré qu'il y avait un type bourré qui s'est trompé de touche et qui a appuyé sur 4 milliards au lieu de 4 millions. Bon, ça a tenu 3 jours. Hein. D'abord parce qu'on n'a pas trouvé de mec bourré. Mais il faut savoir aujourd'hui, quand vous prenez un bateau qui transporte du pétrole, j'ai découvert ça il y a quelques semaines, le bateau il démarre, enfin il part, il ne sait pas où il va. Il va changer de direction en fonction des cours du pétrole. C'est-à-dire s'il y a Amsterdam qui lui dit on vous le paye 1 cent de plus le baril, ben, il va vers Amsterdam. Si au bout d'une heure il y a New York qui dit non, on vous met 2 cents de plus le baril, vous avez le bateau qui fait des trajets mais invraisemblables. Ils sont capables de faire jusqu'à 20 000 km pour faire un trajet qui au départ en prenait 5 000. Parce qu'ils ont eu 15 ordres contradictoires. Mais au moins, là, c'est physique, on sait où il est le bateau. Là, par exemple, personne n'a analysé... Allez, faisons-nous peur un petit peu. Ces logiciels, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'en ai parlé d'ailleurs l'année dernière, le premier vol d'Ariane 5, la première fusée Ariane 5 a explosé en vol. Est-ce que quelqu'un se rappelle pourquoi ?
Ah, mais tu étais là, toi. Est-ce que savais quelqu'un qui n'était pas là l'année dernière peut rappeler pourquoi? Il y avait une petite ligne de code qui faisait un pataquès entre un 32 bits qui était lu comme un entier, alors qu'il aurait dû être lu comme un flottant. Cette ligne de code marchait très bien dans Ariane 4. C'est ce qu'on appelle les lois de commande. Donc il dit en gros à la fusée ce qu'elle doit faire. C'est comme un missile, hein. Il y a un logiciel qui explique au missile ce qu'il doit faire. Et il y a quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle des économies de cacahuètes. Il a pris les lois de commande d'Ariane 4 qui marchait très bien sur 32 bits. Il s'est dit on va économiser un petit peu sur un projet d'1 milliard de francs, 155 millions d'euros. Il a dit je vais acheter un 16 bits, c'est moins cher qu'un 32 bits pour tester mes lois de commande. Il a validé ses lois de commande sur le 16 bits. À un moment donné, il y a eu un cast entre l'entier et le flottant. Et donc la fusée, le logiciel qui était sur la fusée a dit l'angle que fait la fusée n'est pas bon, parce que lui, il avait compris que la fusée faisait ça. Et il y a un truc qui dit si la fusée revient vers son point de départ, il faut l'exploser en vol. Parce qu'il y a des êtres humains en bas. Et une ligne de code. On a mis 6 mois à la trouver. Aujourd'hui, on a même développé une théorie pour trouver ces erreurs. Notamment à l'école normale supérieure. L'école normale supérieure a mis en ligne son code il y a 7 ans. Aujourd'hui, vous n'avez plus accès au code si vous ne mettez pas quelques dizaines de milliers d'euros sur la table. Donc ils vous prennent un code, ils font une analyse formelle. Personne n'a regardé l'analyse formelle de ces codes. Personne n'a validé le fait qu'il faut exactement ce que les algorithmiciens ont décidé. Je crois qu'il y a 4 millions de lignes de code dans le logiciel de Goldman Sachs. Ça veut dire qu'il doit y avoir des petites erreurs partout qui un jour vont arriver. C'est presque évident. J'arrête? Non, Oui. s'il y a une autre question. Ah, d'autres questions? Il faut laisser la place au suivant quand même. Bon, je vous remercie.